Bonsoir, bienvenue à ce webinaire sur la prévention des allergies alimentaires. Je m'appelle Marie-Josée Bété, je suis la directrice générale de Déjouer les allergies. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux expertes en nutrition qui vont faire le point sur les meilleures stratégies pour réduire les risques d'allergies alimentaires chez les tout petits. Alors, notre première conférencière est Bénédicte L. Tremblay. Elle est diététiste nutritionniste et professeure adjointe à l'École de nutrition de l'Université Laval. Donc, bonsoir, Bénédicte. Bonsoir. Donc, Bénédicte est titulaire d'un doctorat en nutrition. Elle a complété deux stages postdoctoraux, l'un en bioinformatique à l'Université de Montréal et l'autre en maladies allergiques à l'Université du Québec à Chicoutimi. Son programme de recherche porte sur la nutrition de précision avec l'objectif de mieux prévenir et prendre en charge les allergies alimentaires. Notre deuxième conférencière, Cosette Gergès. Bonsoir, Cosette. Cosette. J'ai failli dire Cosette. Cosette. Bonsoir Marie-Josée, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, Cosette est également diététiste nutritionniste, cofondatrice de l'entreprise Nutritionniste en pédiatrie. Elle travaille comme clinicienne auprès des familles et donne régulièrement des conférences à des médecins et à d'autres professionnels de la santé sur les meilleures approches en alimentation pédiatrique. Elle est autrice et co-animatrice du balado L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance et elle vulgarise la science de la nutrition pour la rendre accessible. Donc, de nouveau, Bénédicte et Cosette, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. La présentation de nos conférencières va durer une quarantaine de minutes et il va y avoir ensuite une période de 15 à 20 minutes pour vos questions. Donc, si justement vous avez une question, je vous invite à utiliser la section Q et R sur votre écran pour la poser. On va tenter de répondre au maximum de questions dans la mesure du possible et on va donner la priorité aux questions qui sont courtes et d'intérêt général. Alors, je cède maintenant l'écran à nos deux conférencières. Oui, merci beaucoup Marie-Josée pour la présentation. Il me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir pour parler de la prévention des allergies alimentaires. Alors ici, vous voyez les éléments qu'on va aborder dans notre présentation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une allergie alimentaire? Comment est-ce que ça se développe? Quels sont les facteurs de risque? Et plus spécifiquement, comment on fait pour les prévenir avec vraiment l'emphase sur des conseils pratiques et des questions fréquentes dans l'introduction des allergènes. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une allergie alimentaire? En fait, c'est une réponse excessive du système immunitaire au contact de la protéine d'un aliment. Elle se divise en trois classes. La première, c'est l'allergie induite par les immunoglobulines E. Les immunoglobulines ou les anticorps, en fait, c'est ce qui sert à détecter ou à neutraliser les agents pathogènes ou qui sont perçus comme dangereux. Les allergies alimentaires avec anaphylaxie font donc partie de cette catégorie-là. Il y a également les allergies non induites par les IgE, qui sont plus des allergies avec des symptômes gastro-intestinaux qui sont plus retardés, comme par exemple le syndrome entérocolite induite par les protéines alimentaires. Et enfin, la dernière classe, c'est vraiment une catégorie mixte là, qui mélange les mécanismes des deux autres. Lorsque l'allergène va entrer dans le système ou dans le corps, il va être reconnu à tort comme étant dangereux. Ce qui fait qu'il va y avoir une production d'IgE ici, qui sont représentés par la petite structure bleue sur la cellule mauve que vous avez ici. Et à ce moment-ci, il n'y aura pas de réaction qui va être déclenchée. C'est vraiment une phase de sensibilisation. Dans un deuxième temps, lorsque le corps va être en contact avec l'allergène, ici représenté en vert, il va se fixer sur les récepteurs IgE de la cellule et ça va amener le déclenchement ou la libération de médiateurs inflammatoires qui, eux, vont amener des symptômes allergiques. Et comme ces cellules-là peuvent être présentes partout dans le corps, que ce soit au niveau de la peau, du cœur, des poumons, du système digestif, on peut avoir des symptômes qui vont être ressentis à différents endroits. Vous avez d'ailleurs ici la liste des symptômes que ma collègue Cosette va vous expliquer.
Donc, comme Bénédicte l'a mentionné, étant donné que ces cellules sont un peu partout dans le corps, c'est pour ça qu'on peut voir des symptômes un peu partout au niveau de la peau, donc des rougeurs, de l'urticaire, de l'enflure, des démangeaisons quand ça pique, au niveau des yeux, du nez, donc congestion nasale, écoulement nasal, éternuement, et au niveau du système cardio-respiratoire, donc les difficultés à respirer, à avaler, les voix rauques, la respiration sifflante, un essoufflement. On peut aussi avoir, donc, dans certains symptômes beaucoup plus graves, donc une chute de pression. On a des symptômes aussi au niveau du système digestif, des crampes, nausées, vomissements. Euh, Tous ces symptômes-là qu'on peut voir apparaître, ils peuvent être soit légers ou soit plus sévères. Donc, le traitement sera différent si c'est un symptôme qui est léger, qui touche un seul système, ou lorsqu'il touche deux systèmes ou un système de manière plus sévère, on appelle ça une réaction plus sévère ou une réaction plus grave. En cas de réaction grave, donc on peut voir apparaître une réaction qu'on dit systémique, donc notamment à l'anaphylaxie. Donc, c'est quand plusieurs systèmes vont être touchés simultanément ou lorsqu'un système se manifeste de manière très, très sévère. Là, dans ce moment-là, ce qu'on fait, ben, il faut appeler 811 ou 911. Puis quand c'est une réaction, quand c'est une allergie qui est connue déjà, donc vous devez avoir avec vous l'auto-injecteur d'épinéphrine. Puis là, on n'hésite pas et on injecte. Mais pour des premières réactions, habituellement, c'est 811 ou 911. Ils vont vous guider selon les symptômes que vous observez. Exactement. Et si on poursuit un peu sur la prévalence des allergies alimentaires, en fait, ça touche près de 300 000 Québécois et dans les écoles, ça correspond à 75 000 enfants qui ont des allergies alimentaires. 90% des réactions allergiques sont dues à 11 aliments courants, soit les arachides, les œufs, le lait de vache, le poisson, les noix, le blé, le soya, le sésame, les crustacés, la moutarde et les sulfites. Et les allergènes les plus communs chez les enfants sont ceux qui sont encadrés en vert. Donc, on peut voir les arachides, les œufs, le lait et les noix. Maintenant, comment est-ce que ça se développe une allergie alimentaire? En fait, je voulais vous parler du concept de la marche atopique qui représente un continuum de progression de maladies allergiques. Ici, vous avez une image du phénomène où on a les différents stades de la vie en bas, donc les bébés, enfants, adolescents et adultes. Et les maladies allergiques, elles, sont représentées par des lignes de couleur. Donc, vous avez la dermite atopique ou l'eczéma en rouge, les allergies alimentaires en orange, l'asthme allergique en bleu et la rhinite allergique en vert ou ce qu'on appelle le rhume des foins. Donc, comme on peut voir, l'eczéma est généralement ce qui va apparaître en premier en bas âge et qui va progresser ou se développer dans certains cas vers les allergies alimentaires en orange, l'asthme allergique et également la rhinite allergique. Donc, ça permet de voir comment toutes ces maladies-là sont interreliées et se représentent une certaine progression et aussi que l'eczéma représente un facteur de risque important pour les autres maladies allergiques. En parlant d'eczéma, ici, on parle en fait de la théorie de la double exposition aux allergènes. Vous allez voir le lien. En fait, lorsqu'on expose un enfant aux allergènes, il y a deux voies d'exposition si on veut. La première, c'est l'exposition cutanée, donc par la peau. En fait, la peau fait comme une barrière pour éviter que les allergènes ou les pathogènes rentrent à l'intérieur. Mais chez un enfant qui a de l'eczéma, la barrière va être brisée, ce qui fait que les allergènes vont pouvoir rentrer à l'intérieur. Ça va amener une réponse immunitaire et potentiellement le développement d'une allergie. Alors que si on passe par la voie d'exposition orale, donc par la bouche et qui traverse le système digestif de l'enfant, ça ne va pas entraîner de réponse immunitaire et ça va plutôt amener à une tolérance au niveau de l'allergène. On va revoir un peu plus loin ces concepts-là dans la partie sur l'introduction des allergènes. Maintenant, quels sont les facteurs de risque dans la littérature scientifique? Un facteur de risque qui est important, c'est la génétique. Puis on va revenir plus en détail sur cet élément-là dans les diapositives suivantes. Il y a également une panoplie de facteurs de risque qui sont de l'environnement. Tout d'abord, il y a le manque de vitamine D chez certains enfants qui va amener le développement ou qui est associé aux allergies alimentaires.
Il y a également l'hypothèse de l'hygiène, selon laquelle est-ce que les environnements sont trop propres ou trop aseptisés, ce qui fait que ça va influencer notre système immunitaire et éventuellement le développement d'allergies. Il y a également l'alimentation, comme on va le voir plus en détail dans ce webinaire, son rôle est vraiment très important. Et il y a la ruralité. En fait, les enfants qui grandissent à la campagne ou sur une ferme vont avoir des taux d'allergie alimentaire qui sont plus faibles que ceux qui vivent en ville, puisqu'ils sont exposés plus aux bactéries et à la saleté là, à l'extérieur. Le mode d'accouchement a également un impact avec la césarienne qui va venir modifier le microbiome de l'enfant, puis qui peut, le microbiome étant l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans l'intestin, qui va éventuellement peut influencer le risque d'allergie. Il y a également le contact avec les animaux de compagnie qui a démontré comme étant un effet protecteur sur le développement des allergies et l'utilisation d'antibiotiques, avec des antibiotiques qui sont utilisés de plus en plus tôt et de plus en plus souvent, ce qui fait qu'encore une fois, on a un effet sur la flore intestinale et potentiellement le risque d'allergie. Donc, on peut voir que tous ces facteurs environnementaux-là vont d'une façon ou d'une autre modifier le microbiote ou le microbiome intestinal et éventuellement le risque d'allergie alimentaire. Maintenant, pour le facteur de risque génétique, en fait, les allergies alimentaires sont vraiment dues à une interaction complexe de facteurs de l'environnement et de facteurs génétiques. Ici, on a un scénario dans lequel un des deux parents en rouge présente une allergie, alors l'enfant aura de 30 à 50 de chances d'être allergique lui aussi, alors que dans le scénario où les deux parents ont une allergie, l'enfant a de 60 à 80 de chances d'être allergique lui aussi. Et ce qui est transmis par la génétique, par l'ADN, c'est vraiment le risque de développer des anticorps et des immunoglobulines contre les aliments ou contre ce qui nous entoure, comme par exemple le pollen. C'est pour cette raison-là que les enfants n'ont pas toujours la même allergie que leurs parents. Des études sur la génétique des allergies alimentaires ont également démontré qu'il y avait des gènes, plus spécifiquement des variations génétiques, qui allaient influencer deux fonctions importantes dans le corps. Tout d'abord, c'est au niveau de la barrière cutanée. Donc, ce sont des gènes qui vont aller influencer le risque de développer de l'eczéma. Comme on l'a vu, l'eczéma étant fortement associé au développement des allergies alimentaires. Et également une autre qui affecte la fonction de la barrière immunitaire, donc au niveau des développements d'anticorps et d'immunoglobulines dans les réactions allergiques. Maintenant qu'on vient de voir tous les facteurs de risque qui sont étudiés dans la littérature ou presque, on va voir maintenant ceux qui sont actuellement utilisés en clinique. Vous avez une pyramide qui représente la gradation du risque standard ici en bas en vert ou la population générale, vers le risque le plus élevé avec les enfants qui présentent un eczéma sévère. Et comme on l'a déjà mentionné, un enfant qui a de l'eczéma sévère étendu sur le corps, la barrière de la peau fait plus vraiment son travail et les allergènes peuvent y pénétrer et causer une sensibilisation au niveau une réponse immunitaire au niveau des allergies. Le fait de présenter une autre allergie alimentaire aussi représente un facteur de risque, autant que de présenter de l'eczéma léger à modéré. Et enfin, il y a l'histoire familiale d'atopie qui représente un facteur de risque. Et ça veut dire, est-ce que les parents, les frères, les sœurs ont aussi des maladies allergiques? Ça représente un certain risque de développer des allergies alimentaires. Et quand on regarde cette pyramide-là, on peut se rendre compte que le seul facteur qui est relativement modifiable, si on veut ici, c'est l'eczéma, où on peut consulter un médecin, pharmacien, dermatologue pour essayer de bien prendre en charge l'eczéma de notre enfant. Et c'était vraiment bien expliqué là, dans un webinaire de Déjouer les allergies avec le docteur Atami. Maintenant, quelles sont les perspectives dans le domaine de la recherche? En fait, moi, je travaille dans un domaine qu'on appelle la nutrition de précision, où on va utiliser autant des données individuelles, des données de santé relatives à la génétique, que des données de l'environnement
pour être en mesure de mieux prévenir et traiter les maladies avec des recommandations qui sont plus personnalisées. Et je travaille particulièrement dans le domaine des allergies alimentaires là, pour ultimement être en mesure d'élaborer des recommandations qui sont vraiment personnalisées d'un point de vue de la nutrition pour les enfants et également prédire le résultat ou la réponse à l'immunothérapie orale ou au processus de désensibilisation. Maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on fait pour les prévenir, les allergies alimentaires? En fait, l'introduction des allergènes est un aspect primordial de la prévention, mais avant d'aller dans les trucs plus pratiques et concrets, je voulais quand même vous expliquer l'évolution des recommandations dans ce domaine-là. Au cours des 20 dernières années, il y a vraiment eu des changements importants dans les recommandations d'introduction des allergènes. Dans les années 2000, on disait d'attendre avant d'introduire les allergènes. Et cette recommandation-là, elle était basée sur des avis d'experts, puisqu'il n'y avait pas encore vraiment d'études sur le sujet. Mais en 2008, il y a des chercheurs qui se sont rendus compte que l'allergie aux arachides était 10 fois plus élevée chez les enfants au Royaume-Uni comparativement à ceux d'Israël. Et ils se sont rendus compte que la différence était vraiment due au fait que en Israël, les bébés consommaient des arachides au cours de la première année de vie, alors que, au Royaume-Uni, ce n'était pas le cas. Donc, il y a eu un changement en 2013 au niveau de la recommandation pour tenir compte de ça et de ne plus nécessairement retarder l'introduction des allergènes. Et en 2015, il y a eu l'étude LEAP, qui est vraiment un point tournant dans la prévention des allergies. C'est une étude qui a été réalisée au Royaume-Uni avec 640 bébés qui avaient de l'eczéma sévère ou qui avaient une allergie aux œufs ou les deux. C'était donc des enfants qui étaient à risque de développer des allergies alimentaires. La moitié des bébés ont consommé des arachides tôt, donc entre 4 et 11 mois dans cette étude-là, et l'autre moitié a évité les arachides jusqu'à 5 ans. Ils ont suivi ce protocole-là pendant 5 ans. Puis à la fin, ils ont regardé qu'est-ce que ça donnait au niveau des allergies aux arachides. Et on a noté que l'allergie aux arachides, avec l'introduction des arachides plus tôt, était associée à une diminution de 86 des allergies aux arachides. Donc, c'est vraiment à partir des résultats de cette étude-là que les recommandations ont drastiquement changé et que la Société canadienne de pédiatrie et les autres organisations à travers le monde ont changé leurs recommandations pour euh, dire aux parents d'introduire les allergènes vers l'âge de 6 mois, mais pas avant 4 mois. Et ici, vous avez une image qui représente vraiment quelles sont les recommandations canadiennes actuelles pour prévenir les allergies alimentaires chez les bébés. Vous avez tout d'abord, chez les bébés à faible risque d'allergie, on mentionne comme recommandation d'introduire les aliments à la maison à l'âge de 6 mois, alors que si l'enfant ou le bébé est à haut risque, comme par exemple s'il a de l'eczéma sévère, d'introduire les allergènes à la maison également, mais cette fois-ci entre 4 et 6 mois. Et un élément vraiment important de la prévention des allergies alimentaires, c'est la régularité de l'ingestion de l'allergène. Donc, c'est un élément qui est abordé ici où, idéalement, l'enfant doit être en contact avec l'allergène, manger l'allergène plusieurs fois par mois et idéalement une fois par semaine. Des expositions occasionnelles ou même le fait d'introduire un allergène une seule fois et de ne plus en donner, ça peut être nuisible. Et c'est pour ça qu'on dit que si c'est pas possible d'intégrer un allergène dans l'alimentation de la famille, il est préférable de l'éviter et que les quantités d'allergènes et la fréquence d'ingestion idéale dans la littérature ne sont pas encore connues, mais par contre, on a quand même des idées ou des tendances de ce qu'on devrait recommander. Et c'est un point qui va être abordé avec ma collègue Cosette, à qui je laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais juste réduire mon écran parce que sinon, je ne vous vois plus. D'accord. Alors, ma partie va être un peu plus pratico-pratique et on répond aux questions les plus fréquentes en lien avec l'introduction des allergènes chez le nourrisson. Alors, Bénédicte, la prochaine slide, s'il te plaît. Parfait.
Euh, donc, ici, parmi les conseils pratiques, j'en ai mis quatre. Euh, Peu importe l'âge du bébé. Donc, si jamais vous avez reçu la recommandation d'introduire les allergènes chez votre bébé quelque part entre l'âge de 4 et 6 mois, ou si on vous a suggéré d'attendre à partir de l'âge de 6 mois, peu importe le niveau de risque de votre bébé, qu'il soit faible ou plus élevé selon la pyramide que Bénédicte nous a montrée, et peu importe l'approche alimentaire que vous souhaitez. On parle souvent de la diversification alimentaire menée par l'enfant, donc la DME, ou si vous êtes plus confortable avec l'approche qu'on appelle de la purée progressive. Donc, peu importe où vous vous situez dans ces trois facteurs-là, ben, les quatre recommandations qui sont là euh, concernent tous les bébés. La première des choses, il est recommandé de commencer une diversification, donc les premiers aliments chez les enfants, on appelle ça des aliments de base qui sont non allergènes. Donc, on ne veut pas que les premiers aliments que bébé reçoit soient des allergènes comme des œufs ou des arachides. Donc, on aimerait que dans le répertoire du bébé, il ait au début quelques aliments non allergènes comme des céréales, des légumes, des fruits et certains sous forme de purée. Parce que même si vous êtes des adeptes de la DME et que vous voulez vraiment offrir juste des morceaux à votre bébé, vous allez voir que l'introduction des allergènes, elle arrive dans un deuxième temps, quelques jours après avoir diversifié bébé avec des aliments non allergènes. Et la texture purée va servir de véhicule pour introduire les allergènes. Comme Bénédicte l'a si bien expliqué, la peau, c'est la mauvaise porte pour introduire les allergènes chez les bébés, surtout chez les bébés qui font de l'eczéma sévère. Alors, on veut vraiment que l'aliment rentre par la bouche, que le bébé l'avale. On ne veut pas des masques faciaux de beurre d'arachide ou de purée d'œufs dans le visage du bébé le moins possible, surtout pour les deux, trois premières expositions. Donc, d'où l'importance vraiment d'introduire quelques aliments non allergènes sous forme de purée dès le début de la diversification. L'introduction des allergènes arrive dans un deuxième temps. Et pourquoi on veut que vous introduisez des aliments non allergènes? Parce qu'on veut que vous soyez que vous connaissez un peu les réactions de votre bébé. Recevoir du bon lait dans la bouche, c'est quelque chose, et recevoir de la purée de brocoli, recevoir de la purée de fraises, de la purée de banane, les réactions ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, on veut que vous vous familiarisez avec la réaction de votre bébé lorsqu'il reçoit des aliments. Est-ce qu'il y a de la difficulté à les avaler, à les mastiquer? On ne veut pas que vous hésitez entre une difficulté à gérer les aliments ou une réaction potentielle qui est allergique. Donc, c'est juste pour vous familiariser avec le comportement de votre enfant et que l'enfant se familiarise de un avec la cuillère, donc l'objet dans sa bouche, et se familiarise avec la texture et les saveurs des aliments. Et ça dure quelques jours. Puis ensuite, l'introduction des allergènes peut débuter. Lors des deux, trois premières expositions à un allergène, que je n'énumérerai pas tous les allergènes, Bénédicte l'a si bien énuméré, on va mélanger ces allergènes-là à un aliment que bébé tolère déjà. Donc, il y a déjà un terrain de familiarité, une saveur ou un goût que bébé connaît déjà, une texture avec laquelle il est un peu plus familier. On va en mettre un petit peu dedans. On l'offre à la cuillère. Donc, c'est vraiment mené par le parent. Même si vous voulez faire de la DME, les allergènes, les deux, trois premières expositions, il est suggéré de les introduire vraiment par la cuillère pour les deux, trois premières expositions afin d'éviter un contact avec la. Et une fois que les allergènes sont introduits et bien tolérés, eh bien, par la suite, il faut maintenir l'exposition aux allergènes. Donc, c'est vraiment une introduction, on dit tôt et souvent. Et par la suite, lorsque c'est bien toléré, vous allez pouvoir les offrir sous forme de morceaux ou sous forme d'une approche avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. C'est vraiment le début qu'il faut introduire un peu de purée. Et on veut limiter les contacts avec la peau. Première des choses, parce que vous savez que la peau est la mauvaise porte. La deuxième chose, c'est que des fois, on voit des irritations de contact qui est fréquente chez les enfants qui font de l'eczéma ou qui ont le teint plus clair, les cheveux blonds, les cheveux roux. Donc, des fois, ça peut être difficile de déterminer quel est l'aliment en cause. Parfois, on peut avoir des réactions aussi locales avec des aliments qui sont acides, qui sont plus épicés, qui sont plus propices à un phénomène qu'on appelle d'irritation de contact. Donc, s'il n'y a aucun autre signe de réaction allergique, sauf à l'endroit où ça a touché la bouche de l'enfant, on peut l'offrir à nouveau. L'astuce qu'on peut vous donner, c'est pour limiter le contact avec la peau, c'est d'appliquer la gelée de pétrole sous le nom de vaseline sur le poteau de la bouche de l'enfant avant de lui offrir l'aliment qui a peut-être causé la rougeur la première fois.
et d'essuyer l'excès d'aliments sur la peau après les bouchées. Donc, si vous voyez qu'il y a de l'urticaire, donc l'apparition qui ressemble à des petites piqûres de moustiques qui s'accompagnent d'une démangeaison, là, on arrête d'offrir l'aliment et on consulte notre maître. On va aller à la prochaine. OK. Pour les conseils pratiques. Euh, Là, je vous ai expliqué vraiment comment introduire les allergènes. Chez les nourrissons âgés entre 4 et 6 mois, vous devez poursuivre la diversification sous forme de purée. Donc, même si vous êtes des adeptes de la DME, sachez que les morceaux sont sécuritaires uniquement à partir de l'âge de 6 mois. Donc, un bébé chez qui vous avez débuté l'introduction des aliments et des allergènes en 4 et 6, vous allez rester en texture purée jusqu'à l'âge de 6 mois. Et à partir de 6 mois, vous pouvez débuter l'introduction sous forme de morceaux si c'est votre souhait, si c'est l'intérêt de l'enfant. Chez les nourrissons âgés de 6 mois et plus, donc les 2, 3 premières expositions aux allergènes doivent être sous forme de purée et s'il n'y a pas de réaction, bien, on doit poursuivre le maintien de l'exposition et c'est là où vous pouvez progresser tout de suite sous forme de morceaux ou sous une forme convenable selon le développement et l'intérêt de votre enfant. Donc ça, c'est vraiment des petites nuances qu'on ne voit pas souvent, qu'on n'entend pas assez parler, je crois, dans notre pratique. On va commencer par les questions fréquentes. Est-ce qu'il y a un ordre d'introduction des allergènes à privilégier? Vous savez qu'il y en a quelques-uns quand même. Est-ce qu'il y a un ordre à faire une espèce de checklist? Non, mais on sait que les œufs et les arachides étant les allergènes qui ont été les plus étudiés, et il fait partie des allergènes les plus fréquents. Donc, on va recommander l'introduction, si vous en avez à en choisir 2, mettons, de ne pas trop tarder pour ceux-là et pour les allergènes les plus fréquents, donc le lait, les noix. Donc, ces 4 allergènes-là, je vous dirais, attendez pas trop longtemps et de toute façon, ça va tellement libéraliser au niveau de la cuisine, surtout si vous voulez offrir des morceaux, vous voulez partager le repas familial, ça libéralise rapidement les repas. C'est pas un consensus en passant. L'ordre que je viens de vous dire, c'est tout simplement une suggestion pour rendre ça le plus facile pour les familles. Pour les autres allergènes, ben, poursuivez selon vos habitudes familiales. Si vous, le poisson, vous mangez ça une fois par 2 semaines, ben, c'est sûr qu'il va arriver vite. Si vous, les noix, vous en mangez rarement une fois par mois, ben, ils vont arriver une fois par mois. Si certains allergènes comme les crustacés ou les mollusques ne font pas partie de l'alimentation habituelle de la famille, il n'est peut-être pas nécessaire de les offrir tôt à votre bébé parce que dans la prévention des allergies alimentaires, c'est vraiment une exposition hâtive, donc tôt, et le maintien de l'exposition. On ne veut pas des expositions qui sont aléatoires et que l'enfant ne verra pas l'aliment. Je pense que Bénédicte, tu l'as bien souligné. Quelle quantité de l'allergène mon bébé doit manger? Et combien d'expositions puis-je considérer que mon enfant tolère l'aliment? Qu'on est vraiment là, on est sorti du bois, mettons. Pour ce qui concerne la quantité, donc, les premières bouchées, c'est vraiment des petites quantités. Donc, vous allez mélanger environ une demi à une cuillère à thé de l'allergène dans une purée que bébé tolère déjà. Vous en donnez un petit peu, on attend 10 minutes. S'il n'y a pas de réaction, on poursuit, on surveille. Si tout va bien, ça va. Ce qu'on sait, c'est que les bébés entre 4 et 12 mois, lorsqu'ils tolèrent une cuillère à thé de l'allergène sans réaction allergique, il est peu probable qu'il va réagir à une quantité plus élevée. Pour ce qui est de l'exposition, donc, quand un bébé, ça fait environ 5 à 10 fois qu'il mange sa cuillère à thé, il est encore peu probable qu'il développe une allergie. Mais sachez qu'on peut développer des allergies alimentaires à n'importe quel âge dans la vie. Mais la façon de les introduire, c'est la façon qu'on vous propose ce soir et c'est des données cliniques qu'on a. Donc, environ quand ça fait une dizaine de fois que bébé a mangé une cuillère à thé, c'est peu probable. Mais dites-vous, c'est pas parce que ça fait 10 fois que j'y en donne que c'est fini. Non, il faut vraiment offrir les aliments sur une base régulière pour œufs, arachides du moins, et les autres selon vos habitudes familiales pour maintenir cette tolérance et réduire les risques d'allergie par la suite. L'autre question, combien de temps je dois attendre entre l'introduction de 2 allergènes différents? Écoutez, c'est pas une course, OK? Oui, il faut y aller, les enchaîner un à la suite de l'autre. Allez-y à un rythme avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Le but, c'est pas de vous stresser dans la cuisine. Il n'est pas nécessaire de prendre des pauses. Dans le temps, il y a une dizaine, quinzaine d'années,
On dit attendre 3 jours entre chacune des expositions. C'est pas nécessaire. On peut faire lundi, mardi, mercredi, mettons, pour faire 2, 3 expositions l'arachide, dire jeudi, vendredi, samedi, je fais les œufs. On peut les enchaîner comme ça, un à la suite de l'autre, bien sûr, s'il n'y a pas de réaction. Vous pouvez même aller un petit peu plus vite si vous êtes à l'aise. Il y a certaines familles qui sont à l'aise de proposer, exemple, lundi matin, vont proposer un produit laitier, puis vers midi, ben, ils vont proposer du blé. Donc, il n'y a aucune donnée probante qui indique que ces démarches peuvent être nuisibles. Il faut juste être bien à l'aise de le faire et laisser un peu de temps. Donc, c'est vraiment 2 repas. Donc, un au déjeuner, un au dîner. Pas mettre 2 allergènes en même temps dans un même repas. Il y a même certains allergologues qui conseillent de donner plusieurs aliments d'un même groupe d'allergènes, comme par exemple d'offrir du beurre de noix mélangé au lieu de faire une noix à la fois. Ça, c'est dans le but d'introduire tôt toutes les noix, puis on réévalue l'exposition si jamais on voit une réaction. Donc, il y a des familles qui vont préférer faire une noix à la fois, puis il y en a qui vont préférer faire 3, 4 noix, ils vont acheter un beurre de noix, puis si jamais il y a réaction, ben là, il va falloir investiguer pour trouver c'est laquelle. Donc, un allergène à la fois, mais il ne faut pas hésiter à introduire des aliments qui sont non allergènes au cours du même repas. Comme par exemple, vous pouvez donner des arachides en même temps que la poire. Parce que ce que les études ont démontré, c'est qu'une alimentation diversifiée va aider à prévenir les allergies alimentaires. Donc, au fur et à mesure qu'on enchaîne l'introduction des allergènes, allez-y en même temps avec la fraise, la framboise, que ce soit la viande, que ce soit les autres aliments. Donc, amener une variété d'aliments, ça a un effet aussi dans la prévention des allergies alimentaires. Si un membre de la famille est allergique aux arachides ou n'importe quel autre allergène, comment l'introduire chez mon bébé et maintenir l'exposition? Si c'est possible, c'est d'introduire l'allergène à l'extérieur de la maison. Donc, quand vient le temps de faire découvrir à votre nourrisson un aliment auquel vous êtes allergique ou qu'un autre membre de la famille l'est, vous pouvez solliciter les grands-parents ou une personne avec laquelle vous êtes vraiment proche ou qui habite pas loin de chez vous. Vous pouvez même demander de faire préparer l'aliment allergène chez eux, d'accueillir votre enfant pour qu'il y goûte. Comme ça, on ne contamine pas notre espace chez nous. Euh, donc, on peut même, si vous êtes assez à l'aise avec ces personnes, de concocter aussi des plats ou des collations qui contiennent l'allergène pour maintenir l'exposition, comme par exemple des muffins, des biscuits. Vous pouvez les congeler à la maison, comme ça, vous n'avez pas à manipuler l'allergène ni à contaminer tous vos ustensiles dans la cuisine durant la préparation. Donc, vous pouvez en offrir à votre enfant à tout moment, mais idéalement, on souhaite que ça se passe à l'extérieur de la maison et non pas à l'intérieur. Je vous recommande fortement d'éviter les parcs. Sachez qu'il peut y avoir d'autres enfants qui sont allergiques, qui viennent jouer, donc vraiment dans un endroit où l'enfant est assis de manière sécuritaire, donc vraiment sur une chaise haute, donc dans un endroit où vous pouvez l'observer, il n'est pas en train de courir partout. C'est vraiment dans le domicile de quelqu'un. Combien de temps je dois maintenir l'exposition fréquente aux allergènes? Je vous répète, après les premières expositions sans réaction, les allergènes doivent être consommés régulièrement selon vos habitudes alimentaires. Durant les premières années de vie, la première année de vie, il faut éviter de très longues pauses de plusieurs mois. Le but, c'est pas de rendre la préparation des repas une corvée, mais on sait que pour les arachides et les œufs, c'est conseillé d'en offrir au moins une fois par semaine, souhaité et encouragé idéalement 3 fois par semaine lorsqu'ils font partie de vos habitudes familiales. Euh, L'étude LEAP que Bénédicte a bien présentée, il y a eu une suite à cette étude-là qui a démontré que cette approche maintient la tolérance jusqu'à l'âge adulte. Donc, durant les 5 premières années, si on maintient l'exposition selon nos habitudes familiales, on ne prend pas des mois et des mois de pause d'exposition à des allergènes, ben, cette approche-là semble maintenir la tolérance jusqu'à l'adolescence chez les enfants. Donc, ce qu'on suggère fonctionne. Si mon bébé réagit, quels sont les signes que je devrais surveiller? Vous savez, Bénédicte vous a parlé de la phase de sensibilisation. Donc, c'est la phase à laquelle, mettons, on va appeler ça, les soldats se préparent. Donc, c'est très rare qu'un enfant va réagir à la première exposition d'un allergène. C'est souvent à la deuxième, même parfois troisième exposition pour laisser le temps, donc, au système de libérer les anticorps et la réaction un peu partout dans son système.
Les réactions arrivent habituellement allergiques dans un délai, c'est quelques minutes après la consommation d'un aliment. Ça peut aller 15 à 30 minutes, plus rare au-delà de 2 heures. OK? Puis 90% des cas vont survenir en moins de 30 minutes après l'ingestion de l'aliment. C'est pour ça qu'on suggère d'introduire les allergènes peut-être plus le matin ou le midi et moins souvent en soirée parce que bébé est fatigué, on est fatigué, donc on a la routine qui embarque les bains et tout ça. Donc plus souvent, puis quand je dis matin et midi, c'est pas à 8 heures puis à midi, c'est quelque part le matin, quelque part en plein milieu de la journée. Je sais que l'horaire peut être un défi à instaurer chez les bébés. Donc, les symptômes, euh, on, on en a parlé avec Bénédicte, mais il y en a le plus souvent chez les bébés, ce qu'on va remarquer lors des premières réactions, 95% du temps, c'est des symptômes au niveau de la peau. Donc, la peau va parler en premier par des rougeurs, par des enflures, des mangeaisons de la peau et de l'urticaire. 90% ont des symptômes digestifs, donc c'est des vomissements en jet. Mais ce qui est particulier chez les enfants, vous savez, ils ne parlent pas, les enfants. Ils ne peuvent pas dire j'ai de la misère à respirer ou ça se passe pas bien. Ce que l'enfant va faire, c'est que son comportement va changer. Donc, il va chercher à s'agripper après vous. Donc, la présence du parent ou la personne qui s'occupe de lui. Mais vraiment, c'est comme si il ressent un danger imminent, puis il a besoin de se sentir proche de sa figure d'attachement. Ils peuvent être rapidement irritables avec des pleurs inconsolables ou on peut voir aussi de la somnolence. Donc, vraiment, le comportement de l'enfant va changer. C'est pas un bébé qui se fait des sourires puis qui est très heureux habituellement. Vous allez voir un changement dans son comportement. Et là, la prochaine diapo, c'est des images de parents qui nous ont permis de partager avec vous ce soir les réactions de leurs enfants. Donc, quand on parle de réaction au niveau de la peau, c'est ce que vous voyez. Donc, c'est pas un bouton sur une fesse gauche, OK? Fait que c'est quelque chose d'un peu plus, je peux dire impressionnant, mais de beaucoup plus évident. Je vais dire ça plus comme ça. On voit des rougeurs, on voit de l'enflure, on voit de l'urticaire qui arrive. Ça, c'est arrivé à mes cocos dans les 30 premières minutes à l'introduction des allergènes. Donc, dans ce genre de réaction-là, ben, on appelle 911 et ils vont vous guider dans la réaction si ce n'est pas une réaction, ce n'est pas une allergie qui est connue. Donc, voilà. Euh, pour ce qui est des ressources, vous savez, il y a des jouets, ben, je peux vous laisser parler si tu veux, Bénédicte ou Marie-Josée, en lien avec les ressources pratiques. Il y a le groupe de soutien Facebook de Déjouer les allergies. Moi, je vois souvent les familles aller poser vos questions pratico-pratiques sur la lecture des étiquettes et tout. C'est une mine d'informations, je trouve ça le fun. Les parents ont besoin d'échanger sur ce sujet-là. Je trouve vraiment le fun. Il y a des vidéos YouTube aussi, puis des formations comme celle de ce soir. Vous allez voir, dans quelques jours, on va afficher un guide d'introduction des allergènes prioritaires chez le nourrisson que j'ai écrit en collaboration avec Dr. Marie-Josée Franqueur, qui est un allergologue pédiatrique. C'est un guide qui va vous tenir par la main, je vous dirais, pour l'introduction de chacun des allergènes, avec un calendrier d'introduction par les purées, avec un ordre logique des allergènes pour que ce soit facile et rapide de partager le repas familial parce que c'est ce que les familles veulent pas cuisiner 2 repas, 3 repas quand on introduit des allergènes. Donc, c'est quelque chose qui a été pensé pratico-pratique pour les familles. Puis en fait, c'est basé un peu sur ce que j'ai fait avec mon coco, mon troisième, parce que j'ai vécu 3 expériences d'introduction des allergènes complètement différentes. Et on a le site d'Allergie Québec. Si vous ne connaissez pas, on n'entend pas assez parler, je crois, du site d'Allergie Québec avec la ligne de soutien. C'est une ligne de soutien, donc vous pouvez soit appeler, laisser un message sur la boîte vocale ou envoyer un courriel. Ce sont des nutritionnistes qui vont répondre à vos questions. Puis, je veux juste clarifier, c'est pas parce que vous allez pas les appeler si vous pensez que votre enfant a une réaction allergique. Non, c'est quand vous avez une question qui peut attendre quelques jours. Vous avez une question d'ordre d'information. OK? Là, c'est le temps de les appeler et de leur écrire, mais quand c'est une situation d'urgence, c'est 811 ou 911. Mais c'est une équipe formidable, la ligne de soutien. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à leur écrire. Là, si tu veux, Bénédicte, ouvrir ton micro, c'est comme notre conclusion. Oui, oui, en fait, ben, pour terminer cette présentation-là, on voulait
vous laisser sur des messages à retenir, qu'on jugeait qui étaient importants. Tout d'abord, avec toutes les recommandations là, qu'on a parlé ce soir, on voulait dire que vous pouvez contribuer à la prévention des allergies, mais vous n'êtes pas responsable de leur apparition. On dit ça pour enlever un peu la culpabilité parentale de se dire si mon enfant a développé une allergie aux œufs, aux arachides, c'est que j'ai dû faire quelque chose de pas correct dans l'introduction des allergènes. C'est vraiment pas, c'est vraiment pas le cas parce qu'il y a certains nourrissons qui vont tout de même développer une allergie, ce qui n'est pas votre faute. Puis parfois, on dit même que les dés sont jetés bien avant l'introduction. euh, des solides, des allergènes. Ça réfère un peu à tout ce qu'on a vu là, en lien avec la génétique de l'enfant, de l'environnement. C'est vraiment des facteurs qui sont très complexes, très interreliés. Alors, on essaie vraiment de mettre les chances de notre côté en appliquant ces recommandations-là, tout en sachant qu'il y a quand même une bonne partie de ces facteurs-là qu'on ne peut malheureusement pas contrôler. Donc, c'est pour essayer d'enlever un peu cette culpabilité-là que des fois on voit avec certains parents d'enfants allergiques. Je ne sais pas, Cosette, si tu voulais ajouter des éléments par rapport à la conclusion ou si ça faisait bien le tour. Non, ça faisait bien le tour. Puis vraiment, ce qu'on vous a présenté ce soir, c'est vraiment la science et le pratico-pratique. Donc, pour que vous puissiez comprendre le pourquoi on insiste sur l'introduction hâtive des allergènes, mais ça reste que c'est une approche sur laquelle vous avez le contrôle, si je peux me permettre de le dire, comme au niveau de l'eczéma, de la peau, les traitements et tout ça. Mais sachez qu'il y a comme un gros bout sur lequel on n'a pas le contrôle. On n'a pas le contrôle sur la génétique. On veut enlever le plus de culpabilité parentale et avec la façon d'introduire les allergènes. Donc, on a les données à l'appui pour ce qui concerne les arachides, les œufs chez les nourrissons, ayant surtout un risque élevé de développer des allergies. Mais ça s'applique, donc l'introduction hâtive pour tous les autres allergènes. Donc, on l'applique à tous les allergènes, mais on insiste beaucoup sur ces deux-là parce que les données viennent surtout des études en lien avec les œufs et les arachides. Tout à fait. Puis en terminant, on vous laisse sur nos coordonnées, aussi sur nos noms, nos coordonnées. Puis il nous fera plaisir de répondre à vos questions dans le chat. Vraiment une présentation très éclairante. Mon fils a 26 ans et le constat que je fais, c'est à quel point les recommandations ont changé en 25 ans. C'est juste hallucinant. On a fait un 180 degrés littéralement. Moi, je retiens certains points là et vous me corrigerez si il y a des cœurs en ce moment qui s'élèvent et des applaudissements. Alors, bravo à nos deux conférencières. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que la marge de manœuvre qu'on a, on l'a à deux niveaux, au niveau du contrôle de l'eczéma et au niveau de l'introduction précoce. Et c'est là qu'on peut agir, mais en même temps, j'aime beaucoup votre approche qui est non culpabilisante, parce qu'on peut faire tout ça et malgré tout, notre enfant a des allergies alimentaires. Je retiens aussi l'étonnante statistique de 86% qui a été mentionnée par Bénédicte qui correspond à la diminution des cas d'allergie à l'arachide grâce à l'introduction précoce de cet aliment-là. 86%, c'est majeur. Je retiens finalement le mot d'ordre de Cosette qui est manger tôt, manger souvent. Donc, c'est quatre mots finalement qui résument bien là, la stratégie adoptée pour réduire les risques d'allergie. Alors, ayant dit tout ça, on va maintenant passer à la période de questions en direct. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à inscrire votre question, pas dans le chat, mais dans la section Q et R. On a déjà plusieurs questions en attente, alors je vais y aller. Et comme je vous le mentionnais, on privilégie toujours les questions qui sont générales et quand même assez courtes. Alors, la première question, c'est, on demande, pouvez-vous donner des recommandations à jour au sujet de l'introduction des allergènes versus l'eczéma? Si on fait la DME, est-ce que c'est correct d'attendre à 6 mois? Car selon mes lectures, j'ai aussi vu qu'il est préférable de les introduire en 4 à 6 mois. Quelles sont les recommandations à jour? Son enfant a bientôt 5 mois, il fait de l'eczéma léger à modéré. Alors, je comprends que vous avez déjà abordé ces questions-là, peut-être simplement faire une brève synthèse. Oui. Vous savez, la zone grise entre 4 et 6 mois, ça,
Tu sais, c'est pas la nutritionniste qui va vous dire allez-y, introduisez. Il faut que le bébé présente des signes qu'il est prêt. Est-ce que le bébé, il a encore beaucoup son réflexe d'extrusion, il pousse tout ce qui rentre par la bouche parce qu'on a bien beau vouloir introduire des choses, mais si le bébé n'est vraiment pas prêt, il n'y a pas de tonus, il tient pas sa tête. Le but, il faut aussi prévenir l'étouffement chez les enfants. Donc, on dit la zone entre 4 et 6 mois. Si votre pédiatre, si votre médecin de famille, si votre allergologue, si un allergologue dans la famille, déjà, euh, s'il vous suggère de commencer avant l'âge de 6 mois, oui, vous pouvez. Donc, c'est vraiment une décision qui se prend avec votre équipe médicale. Mais oui, dès qu'on voit de l'eczéma, mais plus sévère, tu sais, le haut de la pyramide, là, c'est vraiment de l'eczéma sévère chez les enfants. Puis, c'est pas juste une petite plaque, là. C'est vraiment, c'est assez évident. C'est très difficile à contrôler. C'est surtout chez cette clientèle-là qu'on va inciter entre le 4 et 6. Les autres, c'est vraiment une zone grise selon le confort de parents et tout. Mais si vous êtes prêt, vous êtes à l'aise de le faire à partir de l'âge de 5 mois, parce que bébé, je comprends qu'il y a déjà 5 mois, oui, vous pouvez. Je sais que la DME intéresse beaucoup de monde, mais sachez que la DME n'est pas supérieure à l'approche en purée. C'est juste une approche. C'est comme conduire manuel puis automatique. Vous allez tous finir par diversifier votre bébé, mais l'expérience est juste complètement différente. Et même si vous faites de la DME, vous allez quand même introduire les allergènes par la cuillère dans la bouche de votre bébé. Donc, oui, vous pouvez déjà préparer le terrain si vous êtes à l'aise avec un petit peu de céréales, un petit peu de légumes, un petit peu de fruits. Ça fait quelques aliments de base. Puis commencer l'introduction des allergènes par la suite. Il faut juste que bébé soit physiquement prêt à recevoir autre chose que du lait aussi. Là, une question de sécurité. Merci beaucoup, Cosette. On a une question plus générale sur l'allergie à la caséine et l'allergie aux pois chiches. Étant donné le temps qu'on a, on va vraiment se concentrer sur la prévention des allergies alimentaires. Euh, et la question qui suit, c'est la question de Sabrina. Est-ce que l'introduction des allergènes se fait de la même manière pour les bébés allaités dont la maman doit faire la diète d'exclusion, par exemple, exclusion protéines de lait, de vache ou de soya? OK. C'est deux allergies complètement différentes. Je pense que Bénédicte, elle a effleuré rapidement le sujet. C'est une allergie non IgE médiée quand, habituellement, quand on suit un régime d'éviction, c'est les symptômes plus gastro-intestinaux, reflux, crampes, sang dans les selles et tout ça. Donc là, on parle de prévention des allergies alimentaires qui sont induites par les IgE. C'est deux classes d'allergies complètement différentes. Si vous évitez les produits laitiers, vous évitez le soya, habituellement, c'est les deux premiers dans les régimes d'éviction, vous ne pouvez pas les introduire chez le bébé parce que déjà, il a une allergie qui est non induite par les IgE, donc il ne les tolère pas. Il va falloir attendre un petit peu le OK de votre médecin ou de la nutritionniste qui vous suit pour que le bébé soit confortable lorsqu'il va consommer ces aliments-là, et d'où l'importance de ne pas prolonger ce genre de régime d'éviction inutilement. Habituellement, au bout de, ça varie entre 4 et 6 mois d'éviction, on essaye d'introduire s'il n'y a pas eu d'erreur dans cette période-là d'éviction pour ne pas retarder l'introduction des allergènes. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Oui. Merci, merci encore, Cosette. Mhm. Francine demande si on peut avoir accès à une des fiches qui a été partagée dans la présentation PowerPoint. Alors là-dessus, je vais vous dire que l'enregistrement de ce webinaire-là va se retrouver sur notre chaîne YouTube et que le lien à cet enregistrement-là va être envoyé en priorité aux participants qui sont inscrits au webinaire. Donc, vous pourrez à ce moment-là le regarder et faire un arrêt sur image sans problème. Euh, une autre question, on dit, dans la mesure où les viandes sont hypoallergènes, donc on comprend qu'on ne va pas commencer par ça. Vous pouvez commencer par les viandes, tout à fait. Lorsqu'on dit au début des petites purées, ça peut être des céréales, ça peut être des fruits, ça peut être des légumes, ça peut être des purées de viande, bien évidemment, euh, comme véhicule pour transporter les allergènes, ou ça peut être un bébé chez qui, mettons, je donne l'exemple, on veut faire de la DME, bien, la viande va être en morceaux. Puis, notre véhicule, pour mettre, mettons, l'arachide dedans ou pour mettre les œufs dedans, ben, ça va être peut-être une purée de brocoli, une compote de pommes. Donc, c'est pas que c'est hypoallergène, c'est juste qu'ils ne font pas partie des allergènes prioritaires. Donc, moi, je les vois comme le brocoli, je les vois comme d'autres aliments. C'est juste que c'est un aliment qui est riche en fer. Fait que c'est sûr qu'ils vont faire partie des premiers aliments qu'on introduit chez les enfants, les viandes et les céréales de bébé. Est-ce que maintenant le fait d'allaiter et de manger les allergènes, ça peut aider à prévenir les allergies chez le bébé? Bénédicte, as-tu des données là-dessus? Moi, Ben, en fait, c'est que, pardon, je- les études sont
Certaines études démontrent un effet bénéfique, par exemple, de l'allaitement en lien avec la prévention des allergies alimentaires, mais d'autres études vont démontrer qu'il n'y a pas d'effet. Sûrement que c'est dû, entre autres, à cause de la génétique, de d'autres facteurs, où il ne va pas nécessairement y avoir un effet direct entre l'allaitement et la prévention des allergies alimentaires. Par contre, l'allaitement est bon pour mille autres raisons. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il est qu'on va le promouvoir, qu'on va encourager les mamans qui le peuvent et qui le souhaitent d'allaiter, mais c'est pas dans une optique de prévention spécifiquement des allergies alimentaires, quoique, comme je l'ai mentionné, il y a tout plein d'aspects bénéfiques, là, même au niveau Mhm. de l'immunité, au niveau de la transmission là, de ces molécules-là. Il y a vraiment un effet qui est démontré, mais pour la littérature spécifique sur les allergies alimentaires, c'est encore un peu gris. Excellent, merci Bénédicte. Est-ce que maintenant vous avez des recommandations purée versus DME? Question un peu Pas générale. certaine de, oui, je suis pas sûre de comprendre plus spécifique à une ou à l'autre. Donc, pour l'introduction des allergènes, c'est la même chose. Ça, c'est ma première diapo, c'est ce que je disais, peu importe l'approche, l'introduction des allergènes, on suggère, on préfère de la faire par la cuillère parce qu'on veut éviter le contact avec la peau et on veut être certain que l'enfant a avalé l'aliment. Parce que ce qui arrive, c'est qu'en DME, oui, ils vont se badigeonner, puis des fois, ils vont téter, ils vont cracher. Le parent, il ne sait pas. Ça fait 3, 4 fois, 5, 6 fois que le bébé joue avec, puis il n'en a pas mangé. Le temps avance, il faut enfiler les allergènes. Donc, pour les allergènes, c'est la voie directe dans la bouche. Puis pour les autres allergènes, le brocoli, les fraises et tout ça, le steak, le bébé peut jouer avec, peut les découvrir. Donc, les deux approches de prévention des allergies alimentaires et l'approche DME peuvent très bien cohabiter ensemble. L'objectif est de prévenir les allergies alimentaires. Donc, toute approche doit être adaptée chez les enfants et elle se fait très bien, la DME. Donc, il n'y en a pas spécifique à la DME, c'est juste nourrir un bébé en général. Excellent. Euh, Maintenant, une des participantes mentionne qu'elle allaite son bébé depuis la naissance et qu'elle a découvert les allergies aux arachides, noix et œufs lors de l'introduction des aliments. Par contre, il faisait de l'eczéma sévère et lorsqu'elle a elle-même cessé d'en consommer, son eczéma s'est amélioré à 95%. Sa question, est-ce que c'est possible que l'allergie était présente bien avant l'introduction des aliments? Bénédicte, peux-tu répondre? Oui. C'est ta présentation. Oh, oui, Oui, ben, je pense que c'est Cosette, voilà. tu vas être encore mieux placée Voilà. que moi pour répondre. Mais oui, c'est possible que l'allergie était déjà présente bien avant. Comme on le mentionnait à la conclusion, là, souvent les dés sont joués avant. Fait ça peut être, c'est possible que l'allergie était déjà présente. Je sais pas, Cosette, si tu veux ajouter des éléments de réponse par rapport à ça aussi, là. Non. Mais c'est ça, lorsque tu parlais de la génétique et tout, c'est Ouais, il y a c'est ça, on les introduit tôt. Puis quand vous avez décelé l'allergie, vous ne l'avez pas posée. C'est non. ça qu'on veut vraiment clarifier, c'est que vous l'avez juste découvert plus tôt que plus tard. Et le fait que vous avez remarqué que vous, lorsque vous en consommez pas, ça réduit beaucoup l'eczéma de bébé, c'est bien. C'est que probablement on vous a peut-être suggéré, je ne sais pas, de les éviter durant l'allaitement, mais c'est que parfois ça peut être bien toléré chez les enfants et parfois pas via l'allaitement. Les allergènes, donc ça, vous suivez les recommandations de votre médecin et de votre allergologue à ce sujet. Mais oui, lorsqu'on dit les dés sont déjà joués, ben, c'est ça qu'on a voulu dire. Ouais. Euh, Alanis se demande si c'est possible que son nourrisson subisse une réaction anaphylactique après 2 à 3 expositions. La réponse est oui, je le sais d'expérience, mais je ne sais pas si vous voulez ajouter Oui. des informations là-dessus. Oui. Ce qu'on sait, c'est que c'est pas à la première parce qu'on a, comme tu l'as bien expliqué, Bénédicte, la phase de sensibilisation. Mais par la suite, c'est que les réactions peuvent être de différents degrés et toucher différents organes. Puis les réactions les plus graves, ben, c'est l'anaphylaxie. Puis ben, tu réponds bien à la question, oui, c'est possible. En C'est pas même, toujours le cas, mais c'est possible. en même temps, la sensibilisation peut se faire aussi par l'allaitement. Tout à fait. Oui, Donc, oui, il pourrait y avoir une première introduction de l'aliment solide et qu'il y a déjà une oui. réaction qui peut être grave. Mm. Alanis se demande si c'est préférable de commencer avec des céréales avant la purée. Les céréales sont une texture purée, donc vous voulez savoir si c'est préférable les céréales pour bébé enrichis versus une purée de fruits, purée de légumes.
un ou l'autre en autant qu'ils se suivent de proche, il n'y a pas de souci. Les céréales enrichies pour bébé sont des céréales qui sont riches en fer. Donc, plus le bébé approche l'âge de 6 mois, plus on va prioriser ces aliments-là parce qu'on sait que la réserve des enfants ne répond plus à leurs besoins qui augmentent vers l'âge de 7 mois. Donc, c'est pour ça que parmi les premiers aliments, on veut que les bébés apprécient les aliments riches en fer et les acceptent et les avalent. Donc, les céréales enrichies en fer pour bébé et les viandes et substituts, donc tous les aliments qui sont riches en fer, devraient faire partie des premiers aliments qu'on introduit chez les enfants, surtout quand on s'approche de l'âge de 6 mois. Raphaël se demande finalement, sa question c'est est-ce qu'il y a une approche qui est uniformisée au niveau des CPE? Est-ce qu'il y a une liste des aliments allergènes qui sont donnés dans les CPE? Elle ne mange pas beaucoup de poissons, de fruits de mer, mais si elle sait que son bébé va manger du filet de sol en garderie, il faudrait donc l'introduire et le maintenir. Oui, le but, c'est vraiment d'introduire les aliments que vous savez que votre enfant va être exposé quelque part chez vous à la garderie. En fait, c'est une question à avoir avec votre CPE. Habituellement, ils ont un menu, puis ils savent une fois par semaine, on a du poisson, ou une fois par mois, ou juste jamais. Des fruits de mer, honnêtement, j'en ai jamais vu dans les garderies, en tout cas pas chez mes enfants. C'est une question de budget, je pense, puis de manipulation et tout ça. Mais le poisson, oui, c'est fréquent qu'on puisse le voir, puis la variété de poissons selon le budget, en fait, puis selon la disponibilité. Mais oui, c'est que si c'est exposé à la garderie, puis vous voulez que votre enfant en consomme, ben oui, il faut l'introduire à la maison. Il ne faut pas d'introduction d'allergènes à la garderie. Ils préfèrent pas parce que vous savez, ils ont plusieurs enfants. Donc, vous le faites à la maison, vous leur dites, parfait. Donc, lorsqu'il y a mettons, du poisson, offrez à mon enfant ou gardez mon enfant, moi, il n'en a pas mangé encore, fait que je préfère pas. Ils vont offrir un autre aliment à votre enfant parce que des enfants allergiques aux poissons, ben, il y en a. Donc, il y a un repas de substitut si vous n'êtes pas rendu là ou si vous ne voulez juste pas. Ça, c'est des décisions vraiment personnelles. Christina aimerait savoir si les sulfites doivent être introduits au même titre que les allergènes principaux, parce qu'on en entend beaucoup moins parler. Non, parce qu'il y en a aussi naturellement dans certains fruits et légumes. Donc, non, c'est plus chez les adultes, je te dirais qu'on voit plus l'allergie au sulfite que chez les enfants. Donc, non, ils ne font pas partie des allergènes prioritaires chez les enfants à introduire. Emmanuel se demande si elle a bien compris. En résumé, on donne l'allergène à la cuillère 3 fois et ensuite on peut passer à des recettes et des morceaux, par exemple des œufs dans les crêpes ou cuits durs. Est-ce que Ça c'est fait la bonne approche? exactement ça. On veut que ça rentre par la bouche, que le bedon rencontre l'allergène, qui dit allô, je suis ton ami, parfait, il n'y a pas de réaction, pas de chicane, versus par la peau, puis là, ils se mettent à avoir des réactions. On veut vraiment qu'ils se familiarisent 2, 3 fois. Puis je répète, ce n'est pas une garantie parce qu'il y a il y a des gens qui sont allergiques à l'âge adulte, à l'adolescence, que le système immunitaire décide que là, ça passe plus, mais c'est la façon d'introduire. 2, 3 fois par la bouche, puis après ça, ça peut être sous n'importe quelle autre forme qui est convenable au développement de l'enfant. Excellent. Charlie Rose se questionne. Son enfant réagit lors de l'intégration des œufs par de l'urticaire. Son IPS suggère de maintenir l'exposition en petite quantité. Est-ce que vous feriez le même genre de recommandation? Écoutez, je ne veux pas passer par-dessus un professionnel de la santé. Je n'ai pas vu l'enfant, je ne l'ai pas évalué, puis c'est pas la nutritionniste qui va le faire. Si vous n'êtes pas à l'aise, tu sais, je veux dire, c'est le parent, c'est vous qui êtes là à l'heure des repas. En fait, il faut vraiment faire la différence. Est-ce que mon enfant a réagi de manière locale? S'il y en a eu 1, 2 fois, puis à toutes les fois, ben, il y en avait autour de la bouche, puis c'était vraiment juste une réaction locale parce que sans même parler d'eczéma, hein, ça reste que les enfants ont la peau un peu plus fragile. Peu importe ce qu'ils vont se badigeonner, ils ont tendance à plus rougir que nous, les adultes. Donc, si c'était juste une petite réaction locale et vous êtes à l'aise de l'essayer une deuxième et une troisième fois, je l'ai mentionné, la petite astuce, vous pouvez badigeonner ici avec de vaseline là, pour de la bouche, les joues de l'enfant, introduire les œufs, puis observer. Puis si vous voyez qu'il n'y a pas de réaction, ben, c'était probablement juste une réaction de contact, mais si vous n'êtes pas à l'aise, ben, il n'y a personne qui va vous forcer à le faire non plus. C'est vous qui étiez présente avec l'enfant. Je peux juste vous dire ce qu'il y en est. La décision vous revient, en fait. Parce que de l'urticaire, ça ressemble vraiment comme une piqûre de maringouin. Ben, probable que tu l'as vu aussi, Marie-Josée. C'est comme rouge, enflé, bosselé. C'est pas juste une petite plaque qui est plate. C'est comme une irritation. C'est comme. Ça ressemble à une piqûre de maringouin. C'est la chose. Ça ressemble à ça.
Excellent. Alors, ça va être maintenant la dernière question. Catherine s'inquiète. Son grand garçon a fait un choc anaphylactique à la première exposition à 6 mois aux arachides. Sa sœur a présentement 4 mois. Elle est stressée qu'elle vive une réaction anaphylactique elle aussi. Est-ce que c'est moins fréquent à 4 mois? En fait, c'est une question de sensibilisation. Est-ce que l'enfant a été sensible? Pas mal la génétique. Tu sais, elle a parlé de la génétique, Bénédicte. Est-ce que les déchets ont déjà joué? C'est vraiment, on n'a pas de prédiction là-dessus, mais on le sait que plus tôt, mieux c'est. Vous avez déjà un enfant allergique aux arachides. Habituellement, il n'y en a pas à la maison. Donc, je comprends aussi le défi de vouloir l'introduire chez bébé. Je vous dirais peut-être en discuter avec l'allergologue, probablement qu'il y a un allergologue pour votre enfant un plus vieux. C'est que dites-vous, si l'enfant a déjà été sensibilisé lorsqu'on on le mange par la bouche, ben, c'est là où on voit la réaction. Donc, est-ce que bébé a été sensibilisé avant? Est-ce que le côté génétique, c'est déjà prêt? On ne sait pas. C'est vraiment lors de l'introduction qu'on va le savoir. Donc, c'est une question à poser à votre allergologue, je vous dirais. Mais plus tôt, le mieux, c'est ce qu'on sait. C'est que vous allez le découvrir plus tôt si jamais bébé est allergique, mais vous n'allez pas la causer, l'allergie. C'est que vous allez découvrir si elle l'est ou elle l'est pas. Merci, Cosette. Est-ce que C'est Bénédicte, plaisir. est-ce que tu as autre chose à ajouter là-dessus? Non, je pense que ça répond vraiment bien avec ce que Cosette a répondu. Excellent. Alors, écoutez, Bénédicte, Cosette, un très grand merci pour vos précieux conseils, pour le partage de votre expertise. Merci également à vous tous et toutes qui étiez à l'écoute au cours de la dernière heure. Je vois encore des cœurs qui s'élèvent, j'aime ça. Euh, J'espère que le webinaire a répondu à vos questions, que ça vous a fourni aussi des stratégies concrètes là, pour introduire les allergènes en toute confiance. Alors, n'oubliez pas de remplir le court sondage qui va apparaître sur votre écran dans quelques secondes et je vous dis à bientôt, à la prochaine.